Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. L'ennemi a fait une percée sur Bweremana au nord Kivu et sur Minova au sud Kivu, a annoncé l'armée congolaise ce mardi par communiqué. Est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme. L'armée a évidemment communiqué parce que, vous savez, nous sommes dans une guerre où il y a quelques jours, nous avions l'ascendant et il y a quelques jours, il y a ce qui se passe. C'est la dynamique de la guerre. Parfois, vous perdez de bataille, parfois, vous gagnez. Mais il y a une détermination claire que nos forces armées vont d'assurer la défense de l'intégrité territoriale et la protection de nos populations et que c'est une guerre que nous allons gagner. L'ennemi dont l'armée parle, aujourd'hui, c'est un ennemi qui est connu. C'est l'armée rwandaise. Ça vaut même plus la peine de parler du groupe terroriste M23 qui n'existe pas. C'est l'armée rwandaise qui opère. Référez-vous au dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies qui parle à la fois des équipements utilisés, mais aussi du nombre de militaires envoyés sur les terrains. C'est illustratif justement de la volonté criminelle du président rwandais de maintenir cette partie de la République démocratique du Congo dans des pillages et cela doit cesser absolument. Donc depuis ce mardi matin, la ville de Minova est occupée par votre ennemi? Oui, évidemment. Et c'est que le ne vous dit pas, c'est qu'il y a des massacres qui se font en même temps. Parce que à chaque fois qu'il y a une avancée des terroristes, le premier objectif, c'est de mettre la main sur les jeunes et de les mettre hors de portée de nuire. Vous savez que nous avons une dynamique de jeunes qu'on appelle les Wazalendo, qui contribuent à la défense de la patrie. Et chaque fois que l'ennemi arrive, il s'assure que tous les jeunes identifiés aveuglement puissent être mis hors de portée. Ça veut dire qu'il y a des assassinats, des massacres, des témoignages qui ont été recueillis, notamment auprès des gens de la société civile, l'attestent. Et d'ailleurs, certains journalistes ont publié des images qui sont assez choquantes de la manière dont certains compatriotes ont été tués parce qu'il y a une volonté de s'aimer la terreur. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on parle de terrorisme dans la population. Et c'est cette situation d'ailleurs qui devrait, de notre point de vue, être un élément déclencheur pour obtenir de la communauté internationale de mesures plus fermes et plus fortes, telles que l'a dit le président de la République au cours de son adresse devant le corps diplomatique. Aujourd'hui, nous avons vu évidemment les pays occidentaux condamner le Rwanda, dénoncer le Rwanda, mais ce n'est pas suffisant en termes d'action pour nous assurer justement que ces aventures criminelles cessent parce qu'il y a trop de drames. Tout ceci se passe sous la barbe de la communauté internationale et c'est illustratif justement de la nécessité pour elle d'agir plus énergiquement dès lors que le processus de Luanda était publiquement saboté par les présidents rwandais qui, sans gêne d'ailleurs, revendiquent les actes terroristes posés par les terroristes du M23 et il y a une nécessité d'avoir une action plus énergique pour prévenir un conflit plus intense dans la région. La chute de Massissi au début de ce mois, la chute de Minova cette semaine, comment vous expliquez ces deux revers de la part des FARDC? Je ne saurais pas aller dans les détails parce que c'est des questions qui relèvent des opérations militaires, mais il y a des conséquences qui sont tirées. Ici, il faut plutôt insister sur le caractère criminel du régime rwandais qui, au mépris de tout ce qui a été convenu et discuté dans les cadres du processus de Luanda, a repris de plus belle son aventure meurtrière dans l'Est de la RDC. Et c'est pour ça que les nations occidentales et toutes les autres nations devraient se mobiliser pour dénoncer cette attitude et prendre des sanctions fermes contre le Rwanda pour arrêter cette guerre qui ne fait que trop durer dans cette partie de la RDC. Sur le plan politique, le processus de Luanda est au point mort depuis l'annulation de la rencontre du mois dernier entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Pourquoi ça n'a pas marché? Le processus de Luanda est au point mort justement parce que les autres instances au-delà de la médiation, les conseils de sécurité, la France et les autres pays n'utilisent pas tous les leviers diplomatiques à leur disposition en étant plus fermes, en utilisant des sanctions pour que la seule voie qui a été choisie puisse atteindre les résultats escomptés. Mais pourquoi dites-vous que Paul Kagame a saboté le processus de Mais Luanda? parce qu'il n'est pas venu pour ne pas consacrer la mort de son fils préféré, les M23, qui est un mouvement terroriste qui est son pendant pour garder la main sur les ressources économiques de l'Est de la RDC. Apparemment, il n'est pas venu parce qu'il voulait un dialogue direct entre la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. Écoutez, ça c'est les subterfuges qu'ils ont sortis la veille justement de la tenue du sommet. Nous, les présidents de la République l'a déjà dit et redit, il n'est pas question pour nous de discuter avec les M23 qui en réalité n'existent pas. Parce que l'agenda qu'ils ont, c'est l'agenda rwandais. Pourquoi on va discuter avec le Pantin alors que nous avons l'autorité morale, entre guillemets, de toutes ces actions criminelles sur la table? Et donc ici, le sort du groupe terroriste M23 et de tous les autres groupes armés avait été réglé. Le médiateur angolais avait pris la précaution d'associer le président
président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, aux discussions du 15 décembre justement, parce que parallèlement à la signature de l'accord, on devait s'assurer que la question de groupes armés, y compris celle du M23, est traitée dans les cadres du processus de Nairobi tel que prévu. Et donc aujourd'hui, dans les cadres de Luanda, tout était prévu pour qu'on revienne à la paix. Et donc c'est lui qui a choisi délibérément de saboter ces processus, de mettre le processus au point mort, s'appelle Paul Kagame, et il est urgent que la communauté internationale puisse tirer des conséquences de la manière la plus ferme pour qu'il rentre sur la table et pour que les processus puissent aboutir. Alors le président Tshisekedi l'a dit en effet très clairement devant le corps diplomatique il y a quelques jours, il n'y aura jamais de dialogue avec les rebelles du M23, mais si ceux-ci continuent de progresser sur le terrain, quelle va être la solution? Les terroristes du M23, ça c'est justement cette forme de pression, de chantage que le Rwanda veut faire, mais vous avez des rapports qui écrivent noir sur blanc, qui a la présence de plus de 4000 hommes et matériels militaires rwandais. Le président a déjà donné notre position claire là-dessus, et aujourd'hui cette aventure criminelle ne peut pas continuer de cette manière sans que la communauté internationale puisse en tirer les conséquences de la manière la plus ferme et s'assurer que la chance qui a été accordée à la paix dans les cadres du processus de Luanda puisse justement ne pas subir les humeurs du président rwandais. Alors vous demandez des sanctions internationales contre le Rwanda, mais l'Union africaine, pour l'instant, refuse que les Nations unies inscrivent un débat sur ce sujet dans son agenda 2025. Vous n'êtes pas déçu ? Écoutez, pour tous ces pays qui estiment aujourd'hui que le Rwanda devait être épargné des sanctions, devraient juste regarder la situation humanitaire. C'est évident qu'aujourd'hui, il y a des millions de jeunes femmes et hommes qui sont déplacés dans leur propre pays du fait des agissements du président rwandais. Il y a des viols, de massacres qui se perpétuent en plein jour. Ces pays-là, je ne pense pas qu'ils veulent être complices de ces dégâts. Et aujourd'hui, il y a un cadre justement instauré par l'Union africaine, c'est le processus de Luanda. Pour rappel, aujourd'hui, il existe un plan de neutralisation et des retraits de force qui a été convenu par la partie congolaise et rwandaise. C'est l'acte final qui devait être posé, qui n'a pas été posé parce que justement le président rwandais a un agenda criminel pour continuer les pillages de minerais dans l'est de la RDC. Je ne pense pas qu'un pays africain, quel qu'il soit, devait être complice de ce type d'agissement parce que justement n'est pas prendre des sanctions fortes en ce moment, c'est être complice de massacres qui sont commis dans l'est de la RDC. C'est le président angolais João Lourenço justement qui va prendre la présidence de l'Union africaine dans un mois. Vous ne craignez pas qu'en tant que médiateur, il maintienne la position actuelle de l'Union africaine qui ne pousse pas pour des sanctions contre le Rwanda? De toute évidence, le président Lourenço, qui est un homme pétri d'expérience, sait exactement ce qu'il faut faire pour qu'on parvienne à la paix. Ce sera à l'actif d'ailleurs de l'Union africaine de montrer qu'il y a eu un conflit, à l'image de ce que le président Félix Antoine Tshisekedi a fait pour le Tchad, une médiation africaine qui a donné du résultat. Je pense que le président Lourenço est aussi déterminé à avoir du résultat dans le cadre de cette médiation qu'il a portée. Du temps de Joe Biden, les États-Unis n'étaient pas très favorables à l'idée de sanctions contre le Rwanda. Est-ce que vous ne craignez pas que ce soit la même chose avec Donald Trump? Bon, écoutez, il y a eu des efforts qui ont été faits par le gouvernement américain qui, de notre point de vue, en tout cas, y compris ceux faits par la France, ne sont plus suffisants. Aujourd'hui, de la nouvelle administration américaine, nous espérons qu'ils iront plus loin en termes de fermeté, en termes de sanctions, pour que ces aventures dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent cesser, parce que finalement, les peuples à la fois congolais et rwandais de cette partie du pays doivent être en mesure de faire du commerce et d'échanger et de ne plus être sous l'emprisonnement du président rwandais qui veut perpétuer un état de guerre dans cette partie de l'Afrique. Et vous pensez qu'Emmanuel Macron ne va pas assez loin, lui non plus? Il devrait aller plus loin, justement. C'est-à-dire plus loin, ça veut dire que la France, aujourd'hui, peut activer des sanctions plus fermes parce qu'on connaît les rapports des Nations Unies, c'est des rapports qui sont publics. Et je pense qu'il y a sûrement des experts français. La France, qui généralement est derrière les plumes qui prennent des résolutions au niveau du Conseil de sécurité, devrait tirer les conséquences. Ici, c'est une question qui va relever maintenant du bon sens au regard de la situation humanitaire et du côté belliqueux prouvé par le président rwandais. Et donc, le président Macron est lui aussi tenu dans le cadre de ses responsabilités d'user de plus de fermeté vis-à-vis du Rwanda pour que la paix soit restaurée dans l'Est de la RDC. Monsieur le ministre Patrick Mouyaya, merci. C'est moi qui vous remercie.